Allez, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Merci d'être présents ce soir à ce jeudi de la Fédé. On va pouvoir commencer tranquillement ce jeudi de la Fédé sur l'intelligence artificielle au service des kinés. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, comme ça vous allez pouvoir partager la présentation. Donc, bienvenue à Jeudi de la Fédé. Donc, le Jeudi de la Fédé, vous connaissez, hein, c'est un webinaire récurrent qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois sur des sujets d'information variés et on essaye proche de vous. La Fédé, c'est quoi? C'est le premier syndicat représentatif de France en nombre d'adhérents avec 7000 kinés qui nous font confiance. Grâce à notre maillage, on est forcément proche de vous avec des syndicats départementaux qui sont sur tout le territoire. On a un syndicat réformiste, positif, loin du syndicalisme d'opposition, stérile. À la Fédé, on est force de proposition. Car nous sommes convaincus que c'est comme ça qu'on peut arriver à faire évoluer et progresser notre profession. Objectif, faire bouger les lignes. À la Fédé, les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement au champ politique via les congrès, dans les assemblées générales, dans vos départements qui ont lieu tous les ans depuis 60 ans. À la Fédé, c'est une grande équipe animée par la même envie d'aider chaque kiné, 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer la profession, des réunions, des commissions, des groupes de travail, des webinaires et également du lobbying auprès des parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée euh, pour faire avancer les choses. Voilà. Un vrai travail de fond porté par une équipe motivée et qui croit en ce qu'elle défend. À la Fédé, vous serez soutenu et accompagné grâce au club, aux webinaires et un accès privilégié à l'information. Toute une structure entièrement dédiée au kiné. Et ce soir, pour ce jeudi de la Fédé, nous allons parler d'IA. Donc moi, je suis Thomas Pratt, je suis kiné à Landolaine. Je suis conseiller fédéral, je suis vice-président en charge de la vie conventionnelle à la FFMKR. Et ce soir, j'interviens parce que je suis aussi complètement subjugué par l'intelligence artificielle, passionné. J'ai attrapé le virus, donc je m'intéresse énormément à l'intelligence artificielle, je me forme sur le sujet, je lis beaucoup de choses parce que je pense que c'est une révolution en marche qui va tout bouleverser sur son passage. Et donc, voulais en parler avec vous ce soir. Et je suis accompagné de Pierre-Jacques qui va pouvoir se présenter également. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle effectivement Pierre-Jacques. Je suis le cofondateur et directeur technique d'une start-up française et plus particulièrement aixoise qui s'appelle Marcus Santé et qui crée une intelligence artificielle du coup française à destination des professionnels de santé et plus particulièrement des kinésithérapeutes. Donc, on pourra parler d'IA dans le détail. Merci Pierre-Jacques. Alors, on va commencer ce petit webinaire par un petit quiz que j'ai préparé. Alors, j'espère que ça va marcher. Hop, je vais lancer un petit sondage et vous allez pouvoir répondre sur l'IA. Donc, il y a 4 questions. Donc, c'est parti. Si vous pouvez y aller. Normalement, j'espère que vous le voyez déjà, ce sondage. La première question, c'est depuis combien de temps ChatGPT est arrivé dans nos vies? Depuis combien de temps c'est arrivé? Vous l'avez découvert? Ça fait 1 an, 2 ans et demi, 5 ans, 10 ans? À votre avis, il n'y a que 2 réponses. Allez, je compte sur vous pour répondre un maximum. Ah, ça commence à répondre, c'est bien. Pour se faire un peu une idée de depuis combien de temps l'IA est arrivée sur le marché, on en parle beaucoup. Ah oui, d'accord, on peut répondre aux 4 questions à la suite. Allez, on va encore entendre quelques réponses encore. Allez-y, n'hésitez pas, on peut se tromper, on peut se faire des fausses idées. Je vois que beaucoup de monde répond entre 1 an et 2 ans et demi. Je pense que vous n'êtes pas trop loin de la réalité. 5 ans, ça fait beaucoup. 10 ans, non. En combien de temps ChatGPT a-t-il atteint de millions d'utilisateurs? 3 ans et demi, 10 mois, 2 mois, 5 jours. C'est assez partagé dans les réponses. Combien d'utilisateurs hebdomadaires actifs dans le monde? 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards. Beaucoup pensent entre 100 millions et 1 milliard. Et est-ce que vous utilisez l'IA? 85% utilisent l'IA, c'est pas mal. Allez, je vais mettre fin au sondage et on va pouvoir regarder un petit peu ça en détail. Donc, la majorité d'entre vous pense que ça fait 2 ans et demi que l'IA est arrivée dans nos vies et en effet, c'est exactement ça. Alors, hop, c'est la bonne slide ou pas déjà?
L'IA est arrivée dans nos vies en novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché. En tout cas, l'IA pour tout le monde. Elle existait depuis un petit peu plus longtemps, hein. Les bases datent des années 50, évidemment, avant d'avoir un modèle qui fonctionne et qu'on utilise tous. C'est arrivé beaucoup plus tardivement, en novembre 2022. Pourtant, on a vraiment l'impression que ça fait hyper longtemps que c'est dans nos vies et qu'on peut utiliser. Et là où on voit le choc, un peu le vertige, c'est que en 5 jours, il y avait 100 millions d'utilisateurs. Euh, il y avait 1 million d'utilisateurs en 5 jours, pardon, et 100 millions en 2 mois. Quand on compare par exemple à Facebook, où il a fallu 10 mois, Netflix 3 ans et demi, on a vraiment une adoption massive de l'IA très rapide par tout le monde, par la population en fait, hein, qui s'en est saisie comme un peu comme un jouet au début, faut bien le dire. Et après, on a pu découvrir tout ce que on pouvait faire avec. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires de l'IA. Donc, c'est un chiffre mondial, mais sur 7 milliards de population mondiale, ça montre quand même une adoption de la technologie extrêmement rapide par une majorité des gens, hein. Donc, euh, donc c'est quelque chose qu'on peut pas ignorer, puisque là, aujourd'hui, tout le monde s'en empare. Donc, évidemment, tout le monde a développé des solutions pour qu'on l'utilise de mieux en mieux. Et c'est vraiment un bouleversement qui arrive dans nos vies, au même titre que l'électricité est arrivée dans nos vies, que Internet est arrivé. Voilà, ça va envahir les métiers, la société et les professions de santé également, et c'est quelque chose que l'on ne peut pas ignorer. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement l'IA? Eh bien, l'IA, évidemment, c'est l'accès à la connaissance pour tout le monde. Avant, le savoir, c'était à partir d'un diplôme. Vous aviez un diplôme, c'était la garantie que vous aviez acquis des connaissances, c'était le coffre-fort. Le savoir était stocké et pour avoir du savoir, fallait faire des études, fallait faire des formations qui nous permettent d'avoir des connaissances, etc. Aujourd'hui, le savoir, il est directement accessible depuis n'importe quel smartphone, depuis n'importe quel ordinateur. Il suffit de poser la question à une intelligence artificielle et elle saura piocher dans le savoir existant et vous répondre assez facilement sur les connaissances. Donc, il n'y a plus de monopole des connaissances comme il pouvait y avoir avant. Donc, toutes les connaissances que vous avez en tant que kinésithérapeute, finalement, n'importe quel patient, en posant des questions à l'IA, pourra avoir un peu ce même type de connaissances. Donc ça, faut avoir un peu conscience de ça. Alors, comment ça fonctionne, l'IA? C'est, c'est pas vraiment, il pioche les connaissances, c'est un moteur de probabilité. C'est-à-dire que vous allez lui poser une question et il va vous donner les probabilités pour que la réponse qu'il vous donne est la meilleure. Mot après mot, en fait, grosso modo, il va dire, après ce mot-là, la probabilité que le mot suivant soit bon, c'est celui-là. Voilà, c'est un enchaînement de probabilités et c'est tellement évolué, c'est tellement basé sur une masse de connaissances que finalement, ce qu'il va vous dire va se rapprocher exactement de la réponse attendue ou la réponse parfaite, on va dire. Mais aussi, c'est un risque puisque s'il n'a pas la bonne probabilité, il peut parfois, entre guillemets, halluciner ou dire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes parce que ça reste, voilà, ça a encore quelques défauts. C'est pas un cerveau humain, vraiment, c'est vraiment un moteur de probabilité qui est phénoménal, qui a une puissance de calcul énorme, et voilà, il va chercher ses réponses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il peut parfois vous répondre avec aplomb des choses qui peuvent être un peu à côté. Donc, il faut toujours avoir à l'idée qu'il peut répondre à côté, même si de moins en moins, quand même. Pour avoir une idée de ce que ça représente, faut imaginer ça comme un peu comme une bibliothèque. On tiendrait tous les livres de la cuisine, et donc toutes les études médicales, par exemple, jamais écrites. Donc l'IA, elle a tout lu, elle a tout retenu. Mais après, posséder les livres, ça fait pas de vous un grand chef en cuisine, par exemple. Donc l'IA, c'est le chef étoilé, capable de piocher dans cette immense bibliothèque pour vous créer une recette sur mesure. On lui donne les ingrédients, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un patient de 45 ans, marathonien, douleur latérale de cheville, sédentaire la semaine, etc. Et à partir des ingrédients, il va proposer des choses, il va proposer des thérapeutiques, il va se rapprocher de ce qu'il connaît dans sa base de connaissances. Il recopie pas exactement une page qui existe, mais il synthétise un peu les savoirs pour proposer des choses par rapport à ça.
Donc voilà, il devient un assistant de haut vol puisqu'il a quand même une base de connaissances qui est extrêmement importante. Donc l'IA, vraiment, c'est une révolution parce que ça transforme les savoirs, ça transforme les compétences, ça transforme les besoins et on peut regarder un peu ce qui se passe dans les autres métiers que la kinésithérapie pour voir comment ça se passe. Par exemple, pour les architectes, avant, une grande partie du temps, c'était fait ils devaient faire des dessins techniques purs, du calcul de charges, des vérifications de normes, etc. C'était des tâches qui étaient très chronophages, sans grande valeur ajoutée intellectuelle d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'IA, elle s'occupe de la structure, des plans, et ça en quelques secondes. Pour autant, est-ce que l'architecte, il a disparu? Non, il s'est recentré sur ce qui fait son essence, c'est-à-dire l'harmonie d'un quartier, l'impact écologique d'un bâtiment, l'émotion qui se dégage d'une structure, etc. Voilà, il dessine plus des traits, il conçoit des lieux de vie. Donc son métier se transforme, il se recentre un peu sur des choses un peu plus importantes. Pour nous, c'est pareil. L'IA va peut-être trier des données, mais le projet de soin, ça sera toujours nous qui allons maîtriser ça. Chez les avocats, c'est un peu la même chose, quoi. La révolution est peut-être même un peu plus brutale, c'est-à-dire que en 2026, plus aucun stagiaire ne passe des nuits à éplucher les jurisprudences. Avant, il fallait voilà, chercher dans toute la base de connaissances des jurisprudences, regarder les cas, etc. Maintenant, l'IA, elle peut le faire. Sur 5000 pages de dossier, elle le fait en 1 minute. C'est hyper rapide, tout un temps que voilà, les avocats ne passent plus à faire ça. Après, ce sera repérer les failles, l'exception, les précédents à faire. Donc l'avocat n'est plus documentaliste, il est devenu stratège. Son métier, c'est de valider l'analyse de la machine, de construire la défense, etc. Il est plus là pour chercher les jurisprudences toute la nuit, puisque ça, c'est l'IA qui le fait, quoi. Il lui mâche le travail d'analyse des données. Et c'est là, euh, voilà, on n'a plus besoin de faire d'études théoriques, en fait. L'IA va impacter votre quotidien. Les professions intellectuelles qui faisaient des recherches sans cesse sur etc. vont plus avoir à le faire. L'IA, avant, tout ce qu'on parlait de robotisation, ça touchait les professions manuelles. L'IA, elle touche les professions un peu intellectuelles, qui faisaient des recherches documentaires, etc. Et là, elles ont un vrai impact dessus. Donc, ça oblige à se recentrer voilà. Ça oblige à montrer notre valeur ajoutée qui dépasse la simple connaissance théorique. L'IA, elle le possède déjà, en fait. Nous, voilà, on devient remplaçable. Faut pas devenir remplaçable des décideurs juste à cause de nos connaissances théoriques. Nous, on a une expertise clinique, alliée à la main, on touche les patients, on parle aux patients, et c'est ce mélange unique qui fait que on peut se défendre face aux évolutions technologiques comme l'IA. Donc, faut pas avoir peur, en tout cas, de l'IA aujourd'hui pour nous. Pour illustrer ça quand même, l'IA, elle révolutionne aussi le monde de la santé par plusieurs choses. Il y a eu des études qui ont été faites et des expériences qui ont été faites, et notamment le robot Star. Là, je vous montre quelques exemples pour vous montrer tous les impacts de l'IA en santé, hein. Le robot Star a réalisé une opération complexe, une suture intestinale, sans aucune intervention humaine. C'est-à-dire, il a évidemment un bras motorisé, etc., piloté par une intelligence artificielle, et du début à la fin de l'opération, c'est lui qui a géré l'opération de façon autonome. Et le résultat est frappant, la précision a surpassé celle des chirurgiens les plus expérimentés. Parce qu'il ne trompe pas, il ne fatigue pas, il traite des milliers de données visuelles par seconde pour ajuster son geste, voilà. Donc, en théorie, le chirurgien est remplaçable. Donc, pour nous qui thérapeutes, ça signifie que la technologie peut désormais égaler, voire dépasser la pure précision technique. Dans un autre exemple concret, aujourd'hui, la détection des polypes en gastro-entérologie. Donc, les études montrent qu'un praticien assisté par l'IA voit ce que l'œil humain ne voit pas. On finit par rater après 8 heures de consultation, etc. L'IA repère les anomalies les plus discrètes en temps réel. Il se substitue pas au diagnostic, hein, mais il augmente ou il retire le risque lié à la fatigue ou à l'inattention. Donc c'est vraiment le côté, on peut dire, lumineux de la force. C'est une sécurité supplémentaire pour le patient et une sérénité pour le praticien. Et dernier exemple, pour illustrer tout ça, c'est par rapport à la santé mentale et le sommeil. Un médecin ou un coach qui voit le patient 15 ou 30 minutes de temps en temps, il a une photo instantanée, souvent incomplète. Si on couple ça à une IA de suivi,
l'IA de suivi, elle voit tout le temps, le rythme cardiaque, les cycles de sommeil, l'activité physique, et grâce à ça, elle devient plus efficace pour modifier les comportements sur le long terme, et car elle réagit en temps réel, en fait. Et donc ça, c'est une opportunité majeure. Utiliser les données pour ajuster les séances de rééducation entre deux rendez-vous au cabinet. Voilà, on passe du soin épisodique à un accompagnement vraiment continu. Le risque dans tout ça, vous l'avez compris, c'est que il peut y avoir un piège, c'est que il y a une étude qui a montré pour d'un gastro-entérologue habitué à travailler avec l'IA, qui devenait moins performant qu'initialement lorsqu'on leur retirait l'IA. Voilà, ce qu'on appelle la dépendance technologique. Donc on finit par se reposer entièrement sur l'algorithme, pas notre vigilance, donc on s'atrophie intellectuellement si on veut dire. Mais voilà, c'est vraiment un risque. Donc en fait, il faut pas tout piloter à l'IA, il faut que ce soit un aidant, un accompagnant plus qu'autre chose, mais pas qu'elle nous dicte notre traitement. Vous l'aurez compris. Donc après ce constat, c'est tout ça, on voit que l'IA va bouleverser probablement toute la société, puisqu'elle peut intervenir dans énormément de champs, autant même intellectuels. Mais je veux quand même vous rassurer, l'IA bouscule les métiers du chiffre, du droit, elle vient buter sur un rempart qui est infranchissable, c'est celui de la présence physique et de la relation humaine. Donc nous exerçons un métier de la main, l'IA peut calculer une trajectoire, elle est incapable de ressentir la tension d'un tissu sous les doigts, de percevoir la micro-hésitation d'un patient qui a peur de se blesser. Donc notre protection, c'est notre matérialité, hein. Nos kinés, on fait partie des rares professions où l'expertise technique est indispensable, l'empathie, le contact physique. Voilà, tout ça, c'est des choses où on ne sera pas remplacé par l'IA, mais l'IA peut nous aider, nous accompagner dans nos décisions et surtout, elle peut nous aider pour tout ce qui est les à côté. Et ça, on va le voir après, mais tout ce qui est, je dis compta, mais paperasse et compagnie, là, on a vraiment une plus-value importante que l'IA peut nous apporter. Donc voilà, dans un monde virtuel, franchement, la présence en chair et en os devient indispensable avec les patients. Donc nous, à la FFM Care, c'est ça qu'on défend, hein. L'IA, elle arrive, elle bouscule tout, elle veut tout remplacer. Nous, au syndicat, ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est une protection du kiné face aux pressions des CPM, des ARS, des tutelles ou des plateformes privées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un partenariat avec Marcus, parce qu'on souhaite accompagner cette évolution plutôt que la subir, l'anticiper et la guider. C'est-à-dire qu'avec Marcus, on a quelques échanges réguliers pour savoir ce que les kinés attendent de l'IA, ce qu'ils pourraient en retirer. Et c'est vraiment l'idée, elle est là, hein. Accompagner, ne pas subir et exiger, enfin, avoir une certaine exigence sur ce que permet l'IA et ce qu'elle ne permet pas. Voilà, ce que vous avez compris, cette courte introduction, c'est que le savoir maintenant est devenu une, une commodité, si on veut, mais l'expertise clinique reste un art, et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. L'IA traite la donnée, et nous, on traite le patient. Ça, on ne pourra pas l'oublier. Et c'est là où je passe la main à Pierre-Jacques pour nous présenter un peu Marcus, ce qu'il peut, ce qu'il peut faire, ce qui peut nous aider, et en quoi ça peut être un outil incroyable et intéressant pour nous en kinésithérapie. Ouais, bah merci du coup Thomas. Je vais rebondir un peu sur ce que tu as expliqué. Donc en fait là on parle énormément d'IA générative. C'est faut savoir qu'effectivement l'IA c'est quelque chose de plus ancien. Et puis aujourd'hui maintenant quand on parle d'IA, on parle toujours d'IA générative parce que c'est ce qui a fait son plus gros essor, même si elle est un peu de partout. En fait, un algorithme de base, on pourrait le comparer à une intelligence artificielle. Mais bon bref, c'est un autre débat. Du coup, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de praticiens qui utilisaient les IA génératives, et vous l'avez dit au début dans le sondage, du coup ChatGPT, Google, Claude, enfin etc. Il y en a de toute façon partout, Mistral. On nous met des IA un peu de partout, mais elles sont pas forcément adaptées à la santé et encore moins à la profession de kinésithérapeute. Du coup, on a vraiment créé cette solution française qui répond à ces besoins-là en collaboration avec la FFMKR. Donc, si oui, je peux vous partager. Non, j'ai pas la main. Bon, peu importe, même si je partage pas. Et, Ouais. là, Mais voilà, normalement, c'est bon. euh, alors, tac.
Voilà, bon, l'idée, c'est pas de forcément faire une démonstration, mais vous montrer en gros dans les grandes lignes ce à quoi ça ressemble. Donc, c'est un chat tel que vous l'imaginez, tel que vous avez l'habitude de le voir, avec, si on prend un exemple sur un patient du coup fictif, en fait, on peut lancer une transcription. Donc ça, c'est des choses que vous avez peut-être déjà dû voir. Donc, vous faites votre consultation, l'IA retranscrit tout ce qui est dit et c'est bien dissocié ce qui est dit par le patient et par vous. Et puis en fait, Marcus va être capable de du coup traiter toutes les informations autour de ça. Et derrière, une fois que la transcription sera faite, en fait, vous allez pouvoir générer tous les documents que vous avez l'habitude de devoir rédiger. Mais en fait, Marcus a appris de votre méthode, de votre âme. Vous avez préalablement pu expliquer à Marcus comment vous aimez rédiger vos bilans, pas les différents types de bilans, évidemment. Et en fait, après, il vous suffit de le faire générer à Marcus, qui va réutiliser du coup toute la transcription ou tout ce que vous auriez pu dire avant pour générer ces documents. Donc ça, c'est l'exemple typique de ce que font majoritairement nos utilisateurs. Alors là, c'est une version qui est en cours de dev. Donc, si parmi vous, il y a des utilisateurs, c'est normal si ça se passe pas encore exactement comme ça. Mais vous pouvez aller, du coup, générer le PDF du bilan ensuite. Voilà, vous pouvez le corriger, etc., le revoir. Demander à Marcus, du coup, de faire des actions sur ce document, donc de l'envoyer à votre patient par email, par WhatsApp. Prochainement, ça sera connecté au DMP, à la messagerie sécurisée également, donc pour la, la, la collaboration avec d'autres praticiens. Vous pourrez lui demander de faire de l'aide au diagnostic, mais là encore, ce que disait Thomas, il faut faire attention parce que l'IA générative, par définition, c'est pas du 100%. Donc en fait, elle va se baser sur des librairies qu'on sélectionne et un choix. Et vous allez pouvoir la guider, par exemple, privilégier PubMed pour certaines sources. Donc voilà, en fait, Marcus est assez ouvert et interconnecté dans cet écosystème et plus adapté qu'une IA générative traditionnelle. Et surtout, l'énorme différence d'usage, c'est le fait que vous avez une conversation par patient. Alors, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des chat libs, c'est-à-dire des conversations non liées à des patients. Mais sinon, vous allez pouvoir avoir un historique par patient. Et donc, quand vous avez de nombreux patients, ça peut vous aider aussi à garder une trace, à pouvoir re-questionner Marcus au fait pourquoi ce patient venait. Fais-moi un résumé. Enfin, vraiment, vous avez toujours un super agent qui est capable en permanence de vous aider pour tous vos patients. Après, peut-être que je pourrais répondre à vos questions en détail. Ce qui est vraiment bien, alors moi j'utilise Marcus également, c'est que moi j'utilise l'IA de manière générale pour rédiger. Ça écrit très bien, c'est très facile. Et du coup, grâce à Marcus, on peut rédiger ses bilans très facilement. On peut lui donner des modèles, si j'ai bien compris, hein, ces modèles de bilan type. Et du coup, il les rédigera selon le modèle qu'on lui a donné. Et voilà, il rédige, il écrit. Donc voilà, il fait la transcription du bilan qu'on a fait, mais on peut aussi lui donner les éléments, etc. Et il écrit le bilan, il le rédige, il fait un PDF ou un document Word et il envoie. Et ça, c'est quand même un temps gagné qui est hyper appréciable parce qu'après, si vous voulez l'envoyer au médecin, le mettre dans le DMP, les obligations, elles sont de plus en plus là, hein. Je sais pas si vous suivez un peu les actualités, mais on a de plus en plus d'obligations de mettre les documents dans le DMP, de les envoyer au prescripteur, etc. Et là, on a un outil qui nous fait ça. Voilà. Bon, j'ai pour habitude de dire, on est une profession manuelle. Et là, voilà, ça nous libère un peu de cette tâche. Et important, et ça, ce sur quoi on a travaillé vraiment au fur et à mesure avec nos collaborations, c'est la partie personnalisation. C'est vraiment que vous allez pouvoir façonner l'IA sur votre méthode et au fur et à mesure de vos discussions, Marcus va apprendre de vos préférences. Vous allez retrouver du coup qui faut se lister ici dans les paramètres. Mais du coup, enfin voilà, faut. Mais ça marche d'ailleurs pour toutes les IA, hein, même si on vous encourage pas à utiliser ChatGPT dans le cadre de votre profession parce que c'est pas du tout adapté justement. Je vois qu'il y a une question sur la confidentialité. Donc pour le coup, ChatGPT non, nous oui, c'est complètement sur des serveurs HDS, etc. Mais donc, du coup, elle va apprendre de manière sécurisée sur tout ça. Vous allez pouvoir vous montrer vos exemples de documents, ce qui est rarement le cas sur d'autres solutions de logiciels plus traditionnels, parce qu'on n'est pas sur du génératif, du coup. Donc, voilà, je voulais ajouter cette parenthèse sur le côté personnel. Et du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus au niveau de la confidentialité, de ce que c'est le HDS, enfin, l'hébergement Ouais. en données de santé, peut-être pour rassurer un peu les kinés?
Alors en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, effectivement, l'HDS, c'est l'hébergeur de données de santé. Tout produit digital est sur des serveurs. Enfin, c'est-à-dire un ordinateur. Un serveur, on n'a pas forcément une bonne idée, mais c'est globalement un ordinateur. Donc pour être HDS, il faut que cet ordinateur qui stocke la donnée, ce serveur, il soit certifié pour héberger de la donnée de santé. Donc typiquement, ça répond à un cahier des charges un peu plus strict en termes de maintien de la donnée, etc., et de sa conservation. Donc ça, c'est juste le côté serveur, donc c'est là où va être stocké. Après, il faut savoir qu'en santé, de manière générale, la donnée n'appartient ni à l'éditeur logiciel, donc ou d'IA, ni au praticien, elle appartient au patient. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment toute une démarche, euh, notamment gouvernementale. Voilà, Thomas, tu pourras peut-être en parler un peu mieux que moi là-dessus, mais pour vraiment accentuer ça. Donc nous, on respecte ce côté-là. Donc typiquement, toutes les transcriptions qui sont faites sur Maflux sont détruites, tous les audios sont détruits au bout de 2 semaines. Donc, alors on va pas détruire toute la donnée patient, parce que si justement l'idée c'est que vous puissiez garder l'historique du patient, si on la détruit, vous allez plus y avoir accès, donc on perd un peu quand même en intérêt. Mais par contre, si vous supprimez votre compte, toute la donnée est effacée immédiatement également. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, données, parce qu'on parle du HDS. Après, il y a quand même d'autres dimensions intéressantes sur l'IA, l'IA, c'est une course un peu à la performance, et donc il y a quand même un enjeu sur l'entraînement des modèles et des IA à partir des données. Donc nous, typiquement, on n'utilise aucune des données pour entraîner nos modèles. C'est complètement isolé, c'est-à-dire que vraiment l'IA et les données ne communiquent pas sur l'entraînement. On a souvent cette question, savoir est-ce que finalement Marcus s'entraîne sur ce qu'on lui raconte. La réponse est non. Et puis finalement, toutes ces IA, elles sont isolées sur nos serveurs, donc euh, conserver l'anonymisation finalement des patients et de leurs données. Ça, c'est la grosse différence avec l'utilisation qu'on peut en faire, qu'on peut utiliser. Si vous faites vos bilans sur ChatGPT, par exemple, ou Claude ou Gemini, c'est à vous d'anonymiser les données que vous mettez parce que sinon, elles sont utilisées pour l'entraînement et en fait, elles peuvent ressortir d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être un peu compliqué, mais elles sont données finalement à ChatGPT, à Claude et c'est des données qui sont sensibles et qui ont une valeur pour des entreprises, pour d'autres et qui ne doivent pas être mises comme ça dans la nature en fait. Donc, oui, il faut absolument pas utiliser des outils généralistes parce que c'est des données voilà qui sont absolument sensibles et qui ne donc c'est interdit en fait. Et il y a un vrai sujet de souveraineté des données de santé et des serveurs, hein, puisque ça doit être hébergé en Europe maintenant, tout ce qui est HDS, etc., pour éviter justement que ça puisse être, il me semble, alors je suis pas spécialisé dans l'IA, mais à partir du moment où vous utilisez une IA américaine, grosso modo, ça peut être consulté par le gouvernement plus ou moins facilement. Donc, afin d'éviter ça, voilà, il y a des normes et des règles qui sont faites en Europe pour contrer ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils qui sont labellisés HDS pour protéger le patient de l'usage qui est fait des données. Je vois des questions du coup sur la compatibilité avec d'autres logiciels kinés. C'est des discussions qu'on a, donc ça c'est plus des accords commerciaux malheureusement, donc qui prennent du temps, parce que techniquement ça serait possible. Alors on est quand même en train de réfléchir à des solutions alternatives pour fluidifier, par exemple, je sais que la création de patients est quelque chose qui peut être fastidieux si vous devez créer un patient sur un logiciel, puis ensuite sur Marcus, puis ensuite sur un logiciel de facturation, par exemple, ça vous fait quelques étapes. Donc, effectivement, on essaye de fluidifier ça parce que l'intérêt de l'IA, c'est de gagner du temps. Donc, c'est pas encore compatible avec tous les logiciels, c'est en train de le devenir, donc c'est une question de temps. Et ensuite, je vois une question sur la différence avec ID. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire. ID, c'est pas français. Il me semble même que c'est australien. Alors, bon, on va pas tomber du côté américain, donc c'est encore un peu différent. Mais donc, déjà, il y a des enjeux vis-à-vis de la souveraineté qui sont autres. Et après, en termes de positionnement produit, ID, on va être concurrent sur la partie transcription. Mais ensuite, tout ce qui est spécifique à la France, donc le DMP, la messagerie sécurisée, etc., ID, c'est des choses qui vont a priori jamais couvrir. Donc, il y a un gain de temps énorme aussi là-dessus. C'est-à-dire que tous les documents qui vont être générés sur Marcus, en fait, vous allez pouvoir les envoyer dans le DMP directement. Donc ça, c'est pour une partie. Après, pour avoir utilisé les deux et pour regarder activement aussi ce qu'on fait, Marcus va quand même plus loin que ID.
Il dit, je crois qu'ils viennent un peu de changer, il faudrait que je revérifie, mais il y a une histoire de chat, mais globalement, nous, on est avant tout une IA plus qu'un outil uniquement de transcription. Donc vraiment, vous pouvez converser avec Marcus, c'est vraiment comme une IA générative plus traditionnelle qui intègre de la transcription. Donc ça peut aller vraiment beaucoup plus loin que Heidi. Et surtout, sur les modèles, vous pourrez essayer, c'est gratuit pendant 14 jours et comparer les deux, mais normalement, ça va un peu plus loin. Donc voilà les grosses différences. Alors, encore une fois, là, il y a une nouvelle version qui va sortir dans le jour à venir et qui sur les documents va pas mal changer de. En fait, ID, moi j'ai l'impression que c'est un outil qui sert juste de transcription, qui vous rédige des choses comme peut le proposer Marcus. Marcus peut aller plus loin. C'est-à-dire, moi ce que j'ai utilisé par exemple, je lui ai demandé de me créer un programme spécifique pour un patient, un programme d'exercice à faire chez lui. Il m'a proposé des choses qui étaient pas trop mal et en plus, je voulais qu'il aille plus loin, j'ai testé un peu. J'ai dit, bah, base-toi sur la littérature scientifique et du coup, il m'a sorti des nouvelles choses. À chaque fois, il me cite les références qu'il utilise. Donc, je peux aller cliquer sur le lien pour vérifier l'étude, l'article scientifique, etc. Donc, il m'a proposé plein d'exercices. Je lui ai dit, bah, rédige-moi le programme pour prêt à donner aux patients. Voilà. Il m'a donné trois feuilles d'exercice à imprimer, prêt à donner aux patients, qui étaient hyper spécialisés pour mon patient. Bah, pour être concret, c'était un patient qui est chirurgien. Donc, c'était des exercices à faire. Et dans les conseils que Marcus donnait, il disait les jours d'opération, éviter ces exercices-là pour éviter la fatigue. C'était assez marrant à lire. Donc, franchement, c'est assez pointu. Enfin, moi, ce qui m'a bluffé vraiment, c'était les références. C'est-à-dire vraiment, vous lui demandez les références des articles, etc. Il vous les sort, vous pouvez les consulter si vous voulez. Enfin, en tout cas, il y a le lien. Et c'est quand même, enfin, ça, c'est assez bluffant. Ouais. Et du coup, se baser sur la transcription pour aller chercher des références, etc. Enfin, finalement, on tire le fil de A à Z. Bon. Est-ce que vous avez des... Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet QR ou dans le chat, un peu importe. Euh, Si vous avez des questions de tout type sur l'IA, sur Marcus en général, si vous voulez qu'on vous montre d'autres choses, je sais pas, on peut sans problème. Comme Même autre... titre que. vas-y aussi. Non, non, même titre que je parle de Marcus parce que voilà, mais enfin, je réponds avec plaisir à des questions génériques sur l'IA. C'est le thème du, du, du webinaire. Comme autre... Alors, une question, tiens. Quel est le coût de Marcus? Hop. Alors, le coût de Marcus, paradoxalement, je crois que je le connais pas, mais il y a deux offres, donc Marcus IA et Marcus Sync. Marcus IA, c'est à 24 € par mois, hors taxe, sans engagement. Alors, dans tous les cas, c'est sans engagement. Et vous avez dans tous les cas aussi 14 jours d'essai gratuit sans carte. Donc, en fait, je suis de vous inscrire. Et ensuite, l'offre Sync qui inclut la transcription, qui nous coûte le plus cher, c'est pour ça qu'elle est plus chère, qui est à 49 €, il me semble. C'est là que j'ai un doute. Je vais vérifier de ce pas. Si vous allez sur le site dans l'onglet tarifs, normalement, vous allez tout avoir. Oui, c'est à 49 € hors taxe. Donc 24 et 49. Est-ce que Marcus peut proposer des traitements en acupuncture? Alors lui directement, Marcus, il agit pas, hein, c'est vous. Mais après, il se base sur la littérature scientifique. Alors il pourrait peut-être chercher des articles. S'il y a des articles sur l'acupuncture, peut-être qu'il va en trouver, peut-être qu'il va en proposer. Je sais pas trop. Je suis pas certain qu'il en trouve beaucoup, peut-être. Mais je pense Va pas qu'il pas soit avoir. limité. Oui, il va répondre, c'est sûr. On l'a pas spécialisé, ça c'est sûr. Est-ce qu'il, s'il sait pas, s'il trouve pas, il le dit, Marcus. Oui, ça dépend, ça dépend des scénarios. Il y en a où, comme c'est génératif, la réponse ne peut jamais être 100% oui, comme on l'a vu dans la présentation. Donc oui, oui, ça, il peut dire normalement qu'il sait pas, mais comme il peut, comme tout IA générative, chercher à répondre ou aller. En fait, je pense qu'il y a plus de risques qui tombent à côté que d'apporter quelque chose de faux, en fait. Putain, les risques de donner une référence qui est un peu à côté.
Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de monde de kinés qui tentent de lancer des applications IA pour la rédaction des bilans, des exercices, Kia Assist, Kineflow, etc. Est-ce qu'il y a une grosse concurrence sur le sujet ou... Après, Euh, moi, je vois aussi sur les réseaux des kinés, il y a énormément de gens qui lancent des applis, des choses comme ça. Le problème, c'est que derrière, c'est quoi comment dire, la solidité derrière. On lance une application, c'est quoi la sécurité, c'est où sont hébergées les données, est-ce que c'est piratable ou pas. Enfin, je pense que c'est quand même des gros sujets de sécurité, parce que c'est des données de patients, des données sensibles, des données qui ont de la valeur, et ça, c'est hyper important d'avoir des solutions qui sont labellisées et du coup protégées. Je pense que c'est vraiment indispensable quand vous choisissez ou testez des choses, de vérifier ce côté-là parce que ça peut vous jouer des tours. Vous, en tant que professionnel de santé, vous avez une responsabilité des données que vous donnent les patients. Et donc, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec ça. mais effectivement, enfin, c'est de plus en plus facile de créer aujourd'hui un logiciel ou une solution digitale grâce aux IA notamment. Euh, bah, pas reparler de mon historique, mais enfin, je suis serial entrepreneur, j'ai fait d'autres startups digitales, etc. Donc pour le coup, je viens pas du milieu de la santé. Euh, Effectivement, il y a des risques, c'est-à-dire que on peut aller vite, on peut du coup, ça devient très accessible de créer une IA, on va dire, mais pour qu'elle soit effectivement sécurisée, avec peu de failles, etc. Bah, c'est là où ça prend beaucoup du temps, de l'expérience et c'est encore un savoir-faire. Finalement, on pourrait comparer un peu la même chose avec les kinés, hein. C'est-à-dire que effectivement l'IA elle peut répondre à, on voit de plus en plus, je pense, de patients qui vont demander à ChatGPT pour faire un diagnostic, mais finalement ils sont pas professionnels de santé et, enfin, et ChatGPT peut leur raconter n'importe quoi. Et je pense que vous êtes confronté à ça. Donc je pense que le logiciel et l'entrepreneuriat, c'est à peu près pareil. Ça devient plus accessible grâce aux IA, mais il y a quand même un vrai savoir-faire et des vraies choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc oui, il y a de la concurrence. Après, honnêtement, c'est pas sur la multitude des solutions qu'on est plus inquiet aujourd'hui. Voilà, on a plus Doctolib, par exemple, comme acteur avec lesquels on serait plus méfiant, entre guillemets, même si je pense que c'est plus défi qu'il y ait différentes démarches en France. Mais voilà, ce serait plus là-dessus. Et du coup, est-ce que tu confirmes bien que Marcus a toutes les normes nécessaires pour les données de santé? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais, on répète les choses. Oui, oui, bah oui, non, pas de souci. Ah oui, pardon, j'avais pas vu la dernière question. Comment- Pour la kinésithérapie active, les jeunes patients vont se passer de nous grâce à l'IA. Alors, parmi les professions qui risquent de disparaître à cause de l'IA, une des premières professions, c'est les coachs, c'est sûr. Mais j'espère de tout cœur que nous, kinésithérapeutes, on n'est pas des coachs, des simples coachs. On a vraiment une autre expertise qui est importante. Donc oui, évidemment, proposer des exercices, les suivre, etc., ça peut être géré par une IRA, mais on a une expertise clinique autre qui est au moins aussi importante. Et après, il y a tout le relationnel avec le patient, l'adhésion au traitement, le fait qu'il suive son traitement, qu'il le réalise correctement. Ça, aujourd'hui, on n'est pas remplaçable. Et puis, il y a un moment où on doit toucher les patients, mobiliser les tissus, etc., les articulations, où là, aujourd'hui, on est encore préservé, bien sûr. Mais après, l'IA va nous accompagner enfin, voilà, si vous avez des doutes pour conduire votre traitement, bah, vous pouvez lui poser la question, qu'est-ce que je dois rechercher peut-être? Moi, j'aime bien, quand je commence un bilan, enfin, je fais mon bilan, etc. Et je lui demande, est-ce que j'aurais dû chercher autre chose? Il y a un test que j'ai pas fait ou j'aime bien de me poser cette question parce que des fois, enfin, moi, voilà, j'ai 15 ans de diplôme déjà et bah, je commence à oublier des choses. Donc, bah, ça fait du bien. Des fois, ça me rassure, ça me rassure un peu d'avoir, ouais, ce côté-là qui peut m'aider à ne pas oublier des tests importants. Et surtout, basé sur les données, moi, je trouve ça top. Enfin, doit-on nourrir l'IA avec nos données, notre savoir-faire? Alors, en fait,
c'est ce que disait Pierre-Jacques, hein. L'IA se nourrit pas des conversations que vous avez, en tout cas dans Marcus. Elle se nourrit elle a une base de connaissances, elle est entraînée avant, mais c'est pas notre usage qui l'entraîne. C'est bien ça, hein. Ouais, tout à fait. Même si ma conviction personnelle, c'est que je suis pas certain non plus que sur ce sujet-là de l'entraînement sur les conversations, les gros LLM, ChatGPT, etc. le fassent non plus. Mais comme personne n'en sait rien, c'est toujours une grande question. C'est comme on sait toujours pas si Facebook écoute ce qu'on dit parce qu'on a une pub qui, qui, qui bizarrement correspond bien à ce qu'on vient de raconter juste avant. Donc, mais bon, personne n'a vraiment complètement encore décelé ça, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, dans le cas de Marcus, non, ça c'est sûr. Euh, mais effectivement, ce qui est intéressant de comprendre sur l'IA générative, c'est ce que tu dis Thomas, c'est des modèles. Donc en fait, ce qu'on veut dire par modèle, c'est que on va figer un peu le modèle dans le temps. Donc ça, on va prendre une quantité assez colossale de données, on va entraîner le modèle, et puis après il est figé, il est statique, il est fait. Et c'est d'ailleurs dans cette partie d'entraînement que ça consomme beaucoup d'énergie et qui est pas du tout enfin écologique. Euh, d'où faut aussi le fait qu'il faut freiner un peu la course à l'entraînement de modèles. Mais donc ça, c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'il y a de l'ingestion de données et ça fait débat. Alors, est-ce qu'ils prennent les conversations sur ChatGPT pour faire de l'ingestion? On ne sait pas. Euh, mais voilà, bon, en tout cas, dans le cas de Marcus, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, on prend des modèles existants open source, notamment aussi parce qu'on ne veut pas aller recréer un modèle de zéro. Open source qu'on met sur nos serveurs et de manière isolée, donc sécurisée. Donc, il n'y a pas de notion d'entraînement en fait du tout de notre côté. Alors, ne va-t-on pas créer deux sortes de kinésithérapeutes, ceux utilisant l'IA et ceux ne l'utilisant pas? Alors, moi, je pense pas, hein. Il n'y a pas de raison. Après, on peut créer deux sortes de kinésithérapeutes de toutes les façons possibles, hein. Ceux qui utilisent leurs mains, ceux qui les utilisent pas, ceux qui utilisent Uber et ceux qui n'utilisent pas, hein, ceux qui utilisent des machines et ceux qui n'utilisent pas. Enfin, est-ce que l'IA va créer deux kinésithérapeutes différents comme ça? Je pense vraiment pas. Par contre, qui arrive et ce qu'on voit, c'est avant même l'IA, hein, il y a peut-être deux types de kinésithérapeutes, ceux qui transmettent leur bilan aux médecins, aux patients et ceux qui ne le font pas. Et moi, par exemple, dans mon secteur, vu que je transmettais mes fiches de synthèse de bilan aux prescripteurs, bah, aux yeux des prescripteurs, je suis devenu le meilleur kiné du secteur. C'était incroyable, alors que je pense pas être meilleur que les autres, mais juste parce que je transmettais les bilans. Donc voilà, vous allez peut-être devenir le meilleur kiné du secteur parce que vous aurez transcrit votre bilan et envoyé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, ouais, Il y a un truc concernant les... intéressant. Vas-y, vas-y. Oui, pardon, vas-y. Oui, sur ta présentation, quand tu parlais des avocats, etc., je pense que c'est un parallèle aussi à faire. La relation humaine, je pense, va avoir de plus en plus de, de sens à cause ou grâce, je sais pas, à l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout va être de plus en plus automatisé, de toute façon, l'humain va redevenir au centre. Donc l'idée, il faut absolument que l'IA permette à tout professionnel de gagner du temps pour être plus dans l'humain, plus dans le partage et plus dans la relation, plus que courir après de l'administratif. Donc je pense que ça ne sera pas deux IA. Il y a ceux qui l'adopteront et qui en feront bon usage pour gagner du temps et ceux qui le feront peut-être un peu moins. Ça peut-être. De toute façon, on le voit bien, les gros problèmes de santé qui arrivent pour les nouvelles générations, enfin, les jeunes adultes, les adolescents, c'est des problèmes de santé mentale et il y a beaucoup, donc il y a beaucoup comment dire, de psychologie dans nos traitements, enfin, de temps avec le patient, de discussion, d'échange, qui est aussi important finalement que notre geste technique de kinésithérapeute. Et voilà, si on libère du temps pour être plus avec nos patients, eh ben, ce sera peut-être une efficacité encore plus augmentée pour nos traitements. Donc, ce sera pas une mauvaise chose. Et puis, depuis quand les prescripteurs lisent nos bilans, bah, ils lisent la conclusion souvent, peut-être pas le bilan entier, mais en tout cas, moi, de mon côté, certains le lisent, d'autres le lisent pas. Mais pour travailler avec un médecin, il faut voir le nombre de lettres qu'il reçoit tous les matins.
Il y a une quinzaine de courriers à lire tous les matins, donc je comprends qu'il les lise pas tous, mais après, des fois, il les lit, hein, ne vous inquiétez pas. Il Aussi, soigne des patients quand même. aussi l'IA a du sens, hein. C'est-à-dire que si le médecin qui a trop de courriers, il n'arrive pas à tout lire, bah, si l'IA elle peut lui préfiltrer un peu l'information et l'aider justement dans cette surcharge administrative, bah, là encore, de ce côté-là, ça a du sens. Pour avoir lu beaucoup d'études un peu sur l'IA et la santé, là où l'IA fait la différence, c'est qu'elle va synthétiser énormément de données de santé. Donc, par exemple, si vous avez plein de données dans votre DMP par rapport à un patient qui a 60 ans, il a 40 ans de traitement derrière lui parce qu'il a eu des problèmes, etc. Le médecin va le recevoir et il peut pas lire 40 ans de données patients, quoi. Mais l'IA peut lui synthétiser et il pourra peut-être trouver des liens entre ses symptômes actuels et des problèmes qu'il a eu il y a 8 ans ou il y a 15 ans ou il y a 25 ans, en fait. Et donc ça, c'est quand même pour le patient un- pas mal du tout, quoi. Le médecin qui aura passé une demi-heure à lire le dossier patient avant, ben là, il l'aura passé juste 2 minutes. Donc ça, franchement, c'est quand même un bienfait. En santé, c'est mon point de vue, je vais le dire de but en blanc, mais une des professions qui a le plus à avoir peur de l'IA, c'est les médecins, à mon avis, hein. Parce que l'IA, a priori, fait des meilleurs diagnostics, ne se fatigue pas au fur et à mesure de la journée avec les patients, donc reste toujours constante dans ce qu'elle dit, etc. Euh, donc peut-être que demain, les assureurs imposeront aux patients d'aller voir un médecin assisté par une IA ou un assistant médical IA pour être soigné, hein, et pour être sûr d'avoir le bon traitement au bon moment, quoi. Donc c'est peut-être une évolution à venir qui sera soit dans 6 mois ou dans 10 ans ou pas du tout, mais peut-être. Et le futur de Marcus, si je savais. Nous, on a plein d'idées qu'on pousse à Marcus pour dire un niveau évolution sur des nouvelles fonctionnalités qui peuvent aider au quotidien, comme voilà, prendre les messages téléphoniques, ça peut être une bonne évolution. Enfin, ce genre de choses sur tout ce qui est administratif pour vraiment nous soulager. Tout ce qu'on peut passer du temps au niveau administratif peut être fait par une IA aujourd'hui. Enfin, je sais pas, tu l'as peut-être pas dit, mais Marcus, ils peuvent envoyer des messages aux patients via WhatsApp, c'est ça, hein? Ouais. Donc voilà, et je pense qu'il y a des choses à faire par ce biais-là pour rester en contact avec le patient en dehors des séances et de façon un peu automatique. Donc Sûr. Bah, le futur de Marcus, dans tous les cas, c'est déjà son présent, c'est automatiser ce qui doit l'être et qui n'a pas de valeur ajoutée. Ça doit être une espèce de super secrétariat, voilà, qui fait gagner du temps et qui vous laisse le temps d'exercer votre profession et pas la remplacer, justement. Donc, le futur, voilà, quels que soient les modules qu'on va ajouter, les fonctionnalités, ça sera toujours autour de cet axe-là. Euh, on n'a pas non plus la volonté de remplacer les logiciels existants, donc, mais au contraire de les compléter. Donc, voilà. Et après, est-ce qu'on doit avoir l'accord du patient pour utiliser Marcus? Oui. Particulièrement pour la partie transcription. Vous enregistrez bah, quand même du coup la séance. Donc ça, oui, oui, il faut son consentement. après, Et, souvent, ils ont aucun souci là-dessus, hein. Même c'est un peu comme un jeu pour eux et ils veulent savoir si ça a bien fonctionné, etc. Donc c'est assez sympa à faire. Et puis vous voyez si ça marche bien derrière. Franchement, c'est assez bluffant, hein. Ça vous évite vraiment beaucoup de prises de notes. Faut juste avoir le réflexe d'avoir le téléphone pas loin. Mais du coup, vous avez plus le stylo, vous avez plus la feuille, vous avez le téléphone à côté, le micro. On parle à peine plus fort et ça fonctionne franchement bien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé un petit peu ou pas dans le chat, si vous pouvez nous le dire? Marcus ou une autre solution, hein. même des retours d'usage génériques sur l'IA. Pour tout vous dire, au Conseil fédéral de la Fédé qui a eu lieu il y a 15 jours, on a eu une petite formation sur l'IA. Et l'usage aujourd'hui le plus important des IA, donc génératives, ChatGPT, Claude, Gemini, etc.
C'est pour du conversationnel et du social, en fait. Les gens discutent avec l'IA énormément. Et il y a eu, d'ailleurs, je sais pas si pour ceux qui ont suivi un petit peu, mais il y avait ChatGPT 4.0 ou 4o, qui était une IA qui était très empathique, très gentille. Et quand ils sont passés au modèle 5.0, il y a eu énormément d'usagers qui ont été très mécontents parce que 5. Le ChatGPT 5 était moins empathique, un peu moins sympa, un peu plus sèche. Et donc, ils ont vécu ça un peu comme une sorte de rupture. Et donc voilà, pour vous dire à quel point aujourd'hui l'IA va peut-être devenir un assistant de poche de quasiment tout le monde. Et voilà, enfin, je pense que les gens vont s'habituer à avoir une IA à côté d'eux. Et du coup, vous allez le voir aussi, du coup, les patients qui vont venir vous voir, il y a quand même de fortes chances, enfin, de plus en plus, surtout ceux qui sont très à l'aise avec la technologie, qui sont déjà au courant de ce qu'ils ont, enfin, selon l'IA qu'ils ont consulté, et vont avoir des attentes de votre part aussi. C'est-à-dire, ils vont se dire, normalement, en rééducation, je devrais faire ça, 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 et ils vont vous poser peut-être plus de questions aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une offre de partenariat avec la FMKR? Ben oui, il y a 15 jours, un mois, je sais plus. Un mois, je Euh, crois, faire, ouais. un mois offert d'essai en fait supplémentaire, ce qui vous permet voilà, de tester la solution complètement, hein. La seule difficulté au début, c'est vrai que si ça on modifie un peu l'usage qu'on a en séance quand on fait un bilan. On fait son bilan, on a toujours fait de la même façon. Là, eh ben voilà, faut avoir le téléphone qui prend en note. Ou alors, après la séance, on tape dans Marcus le bilan qu'on vient de faire. Donc, c'est un petit usage à prendre. Et après, une fois qu'on l'a pris, c'est très confortable. Alors, le code promo à rentrer lors de la souscription. Alors, le truc, c'est qu'il faut être adhérent à FFMKR. Et donc, vous avez dû recevoir une news FFMKR sur le sujet il y a 15 jours. Euh, et donc, voilà. N'hésitez pas sinon à contacter la FFMKR. Je vous mets l'adresse mail pour demander votre code si vous l'avez pas reçu. Et c'est lors de la souscription, effectivement, à l'issue des 14 jours d'essai. Eh ben, Antoine, je note et si je trouve ton adresse mail, je t'enverrai le code promo. Ah, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'IA en général, à Marcus en particulier, à l'IA en santé, des interrogations, des peurs, des craintes? Je vais essayer de faire un petit sondage vite fait, si je peux. Ouais, une question. Alors vas-y Arnaud, pose ta question. On, on t'écoute. Les domaines du futur. Donc deviner les domaines du futur, c'est-à-dire. Les marchés. euh, Ah, Compliqué, hein, de savoir quels métiers vont être impactés, quels vont l'être moins, comment la société va se transformer. Enfin, c'est un... Alors moi, je lis beaucoup sur l'IA, je lis des livres, etc. Enfin, l'IA, il faut voir ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme une révolution, comme le chemin de fer a pu l'être, l'électricité, Internet, mais qui va beaucoup plus vite. Le chemin de fer, il a fallu 100 ans pour que ça se déploie. Internet, 10, 15, 20 ans. L'IA en 2 ans, enfin, le gap qu'on a fait. Donc, ça va aller très vite, mais après, à quel point et quels secteurs vont être touchés en premier, on ne sait pas trop. Ça va forcément provoquer des changements au niveau de la société, hein, parce que on l'a vu, les robots ont remplacé les travailleurs manuels. Maintenant, c'est les travailleurs intellectuels qui sont remplacés par les IA. Alors, pas tous. Après, il va y avoir des métiers n'existent pas aujourd'hui, qui vont se créer grâce à l'IA, comme c'est arrivé
avec l'arrivée des robots dans les usines. Donc, moi, je sais pas quel va être le futur. Après, je pense qu'il va y avoir des bouleversements rapides et importants, mais bon, pour le meilleur. Les patients risquent d'arriver avec leur diagnostic et traitement et nous prendre pour leur larbin, non? Bah, j'espère pas, non. On a quand même une expertise dans notre domaine qui nous permet d'asseoir notre autorité sur, enfin, de façon positive, hein. On les accompagne évidemment, ils ont leurs idées sur leur pathologie, etc. Mais après, faut faire les tests, le bilan, le diagnostic thérapie. Est-ce que c'est pas le tout de savoir sa pathologie? Le diagnostic thérapie, c'est quand même pas pareil que d'avoir juste un problème au ligament croisé. Donc non, non, hein, on ne sera pas là là-bas. Je pense pas, hein. Est-ce que Marcus propose une analyse de la course en vidéo, par exemple? Alors, en fait, c'est ça où c'est assez intéressant aussi, d'où mon introduction, c'est que l'IA, c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses. Euh, on fait de l'IA générative, donc après l'analyse de vidéo, c'est une autre type d'IA, comme il y en a pas mal d'autres. Donc non, non, ça on le fait pas. Alors on pourrait ajouter un module à un moment donné, mais bon, a priori, ça c'est peu probable. Donc non. Euh, Bah, écoutez, il n'y a plus trop de questions. Ça veut dire qu'on a été clair, ou peut-être que vous avez, j'espère que vous a pas fait peur. Aujourd'hui, il faut vraiment voir l'IA comme un outil qui va vous aider dans votre quotidien, hein. Enfin, faut vraiment voir, moi, en tant que représentant du syndicat, je vois les évolutions du système de santé, hein. On va vers plus de traçabilité, plus d'implémentation dans le dossier médical partagé. Donc, on va avoir besoin de données. Enfin, enfin, les institutions réclament des données, veulent des données, ont besoin de données pour remplir voilà, le DMP, etc. Pour du flicage, enfin, comme vous voulez, hein, mais néanmoins, ils en veulent tellement qu'ils mettent des obligations avec des amendes, etc. Donc on lutte évidemment contre ça. Après, il faut pas voir ça comme un mauvais œil. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, moi, à partir du moment où j'ai envoyé mes fiches de synthèse du bilan, j'étais reconnu dans ce que je faisais. Et le fait de tracer ce qu'on fait et surtout d'envoyer, de mettre nos bilans, nos fiches de synthèse du bilan, ça montre aussi notre efficacité, le travail qu'on fait. Et ça, c'est quand même hyper valorisant et hyper important. Donc, faut pas avoir peur de ça. On n'a pas cette habitude-là en thérapie, c'est dommage. Et l'IA peut nous aider à prendre ce tournant, en fait. Donc voilà. Bah, désolé d'annoncer qu'ils voulaient mettre des amendes si on mettait pas les documents dans le DMP, mais c'était comme ça a sauté, mais oui. Peut-on trouver le code de parrainage sur le site de la FMKR? Je suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr. Je vous remets le mail, faut le contacter la FMKR au besoin, et puis on reverra un mail régulièrement, mais on pourra peut-être le mettre parce qu'il y a le code de réduction pour physiothérapie.com également, puisque vous avez une promo sur le site physiothérapie.com, site encart pub. On peut mettre on peut mettre le code pour Marcus à ce niveau-là aussi, je pense, dans l'espace adhérent. C'est possible. Après, il faut vraiment essayer et vous serez vraiment bluffé, hein. Vraiment. Pourquoi pas faire Ouais, du c'est volant. participatif avec Marcus? Il y a marqué fmmkr.org, je sais pas si c'est volontaire. F. Ah ouais, je me suis trompé, évidemment. Voilà. Alors, je crois que Marcus, de toute façon, vous avez des, des clients testeurs, non, des bêta-testeurs qui vous font les retours très réguliers sur leur usage et compagnie, non? Oui. Alors déjà, on a créé intégralement Marcus avec principalement des kinés, 90%. Donc oui, oui, on a eu des mois et des mois de collaboration, on faisait des ateliers de co-construction, vraiment tableau blanc réfléchi, fondamentaux de ce que doit être l'IA dans votre profession, etc., avec des tests d'usage. Enfin, on a vraiment poussé le truc. Et même là, au quotidien, hein, c'est assez simple de nous contacter en répondant la journée. Il y a des formulaires de réclamation de partout
pour nous faire des retours et on les demande activement parce que vraiment le but c'est de faire un outil utile. Rien de pire que de faire quelque chose qui sert à rien. Donc vraiment on est très friand des retours et de la collaboration. Donc si vous devenez utilisateur demain, vraiment n'hésitez pas. On est accessible, on est une petite équipe, hein, donc on répond vite et bien. Bah écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à vous faire vos retours sur l'IA, à nous faire vos retours sur l'usage que si vous testez Marcus, faire vos retours dessus. Je pense vraiment que ça peut être un outil intéressant. Vous l'avez compris, hein, nous, à la FM Care, on est là aussi pour essayer de proposer nos idées à Marcus pour qu'il développe des solutions qui sont vraiment adaptées au kiné. Alors, ils ont déjà leur retour de leur bêta-testeurs et compagnie. Donc, on veut vraiment une solution qui aide le kiné, qui l'accompagne, qui lui rende service et pas qu'on devienne esclave ou larbin, comme j'ai pu lire, d'une solution qui ne correspondrait pas. Donc voilà, je pense que nous, on a encore une profession qui est un peu protégée, donc on a cette chance-là, mais on peut être vraiment aidé et accompagné dans notre pratique par tout ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à sauter le pas parce que ça peut vraiment bien nous épauler. Merci à tous également dans les commentaires. Allez, bonne soirée à tous et à une prochaine Jeudi Fédé sur l'accès direct le 7 mai. On compte sur vous. Allez, bonne soirée. Au Merci, revoir. bonne soirée. Au revoir.